Yorana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Chaque année, en Polynésie comme ailleurs, des vies sont sauvées grâce à des gestes simples, accessibles à tous. On parle de PLS, de massage cardiaque, de désobstruction des voies respiratoires, je vais y arriver. On parle de gestes qui sauvent, que l'on peut tous apprendre, parfois en une journée, en tout cas en petite formation. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi ces réflexes sont si précieux avec Puerava Théorie Martin, vice-présidente de l'UNAS, Yarana. Yaranari. Frédéric Noiro, médecin urgentiste et moniteur et instructeur de secourisme, Yarana. Yorana. Et enfin Marilyn Ecker, qui est directrice de Fénoaprev. Yorana. Alors on va faire déjà un tour de présentation et savoir c'est quoi l'UNAS, l'Union nationale des associations sauveteurs et secouristes, Puerava. Alors, l'UNAS, c'est une association qui a été créée en métropole en 1966. Et ici, en fait, à la base, l'association a été créée par Bernard Deveau, donc notre président actuel, et son épouse décédée en 2008. Donc, depuis 2011, nous avons été affiliés à l'UNAS nationale et voilà, on est devenu UNAS Polynésie PSCP. Comment est-ce que tu as connu cette association et surtout pourquoi tu t'es investi dans cette association? Alors moi, c'était dans le cadre du travail, tout simplement. J'ai fait mon PSC 1 à l'époque, en 2014, et ça m'a tellement plu de voir en fait que je peux contribuer à entre guillemets, sauver une vie ou du moins éviter son aggravation, l'état de la victime. Et en fait, ensuite, j'ai suivi le cours, j'ai fait mon PSE1, mon premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. Et ensuite, je suis devenue formatrice. Voilà. C'est vrai qu'on parle de gestes qui sauvent. Frédéric, je suppose qu'en tant que médecin urgentiste, tu dois voir tous les jours peut-être des cas graves qui auraient pu être moins graves si si des bons gestes avaient été faits. Alors oui, c'est évident, malheureusement. Je comprends aussi la crainte de personnes ne voulant pas faire le geste par peur d'aggraver les choses. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais effectivement, tu as raison. On rencontre au quotidien des choses, notamment les arrêts cardiaques ou des choses simples comme le massage cardiaque qui paraît très, très compliqué pour beaucoup de gens, qui est très simple en réalité. Et c'est vrai qu'il faudrait le démocratiser plus facilement pour pouvoir obtenir des meilleurs résultats sur des réanimations. Ensuite, quand nous, au SMUR, on intervient. Marilyn, est-ce que c'est pour ça que c'est important de pouvoir intégrer toutes ces formations dès le plus jeune âge? Oui, en effet, il y a cette idée de stress qui forcément intervient. Et puis, plus tu auras en tête facilement avec la répétition, plus ce sera ancré en toi. Par exemple, inconscient qui respire, il faut que ce soit des automatiques de se dire c'est la PLS, la position latérale de sécurité qu'il faut appliquer en geste de premier secours. Donc, il y a plein de situations différentes. Il y a des gestes à faire, des réflexes à avoir en fonction de chaque situation? Oui, donc en formation, en premier secours, on voit tout ce qui va être les brûlures, les étouffements, les hémorragies, les malaises, inconscient qui respire, inconscient qui ne respire pas, les traumatismes, et je dois en oublier un. Frédéric, peut-être un complément d'information? Le massage cardiaque. Les plaies qui ne saignent pas abondamment. Les plaies simples qui ne saignent pas abondamment. Est-ce que toutes ces formations-là, donc en plus d'être formatrices, sont essentielles pour les cas dont tu parlais tout à l'heure? Ah oui, c'est évident. C'est évident, parce que ça permet effectivement, sur une hémorragie, il suffit de comprimer et d'empêcher le saignement en attendant les secours organisés, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit le SMUR, de façon à ensuite pouvoir prendre en charge au mieux et éviter une perte sanguine, voire un arrêt cardiaque complet de la personne si le saignement perdure. Alors, on ne t'entend pas assez. Je vais te demander de te rapprocher un tout petit peu de ton micro. Et en attendant, je vais me tourner du côté de Puerava. Pour quelqu'un qui ne connaît rien aux gestes de premier secours, c'est quoi la première chose à apprendre? Alors, c'est de se former justement. La première formation avec un certificat, c'est le PSC, donc le premier secours citoyen, l'anciennement PSC 1, accessible à partir de 10 ans. Ensuite, sur notre territoire, il y a de plus en plus de formations qui est proposée par l'AFPAS et je viens d'entendre aussi par Fénoaprev, des formations vraiment destinées aux petits, donc aux enfants. Donc c'est vraiment pas mal et je rejoins aussi ce que Marilyn disait, plutôt on forme les personnes dès le plus jeune âge, mieux c'est quoi, pour la suite. On a parlé de toutes les différentes situations tout à l'heure avec toi, Marilyn, mais Frédéric, si je me retrouve devant chacune de ces situations, peu importe, il y a un premier réflexe à avoir, je suppose déjà appeler les secours. Alerter. Effectivement, le premier réflexe, c'est alerter, en faisant le 15 ou le 18.
avec donner ce qui se passe, la situation, l'adresse géographique où on se trouve, qui on est, un numéro de téléphone, même si celui-ci est identifié directement quand on appelle. Néanmoins, il faut quand même leur donner, c'est toujours bien. Et puis demander au secours, où ils vont te le proposer, des gestes à réaliser si on ne sait pas les faire. D'accord. Alors justement, en parlant de ces numéros avant d'aller plus loin, puisque alerter, c'est la première chose à faire, on entend parler du 15, du 16, du 17, du 18, les gens sont perdus, du 911, bon ça c'est pas ici. Est-ce que tu peux nous décrire s'il te plaît chaque numéro? Alors, le 15, c'est le SAMU. C'est un centre de régulation et de réception des appels. Le 18, c'est le CTA, ou certains centres de secours ici en Polynésie, centre de traitement des appels. Le 17, c'est le COJ, centre opérationnel de la gendarmerie, ou la DSP si c'est une zone de police. Et puis, concernant le 16, ça c'est tout complètement autre chose, c'est pas une chose de secours urgent. D'accord. Comment est-ce qu'on peut savoir qui appeler en fonction de quelle situation? Alors, qui appeler en fonction de certaines situations? Le 18, c'est pour le feu principalement, pour les pompiers, ou pour le prompt secours également. Ok. Prompt secours, eh bien, c'est l'hémorragie, c'est le massage cardiaque, c'est l'accident de la voie publique, l'accident de la route. Pour tout ce qui est médical, c'est le 15. Ok. Voilà. On en parlait tout à l'heure de PLS, donc rappelle-nous, s'il te plaît, Marilyn, qu'est-ce que c'est la PLS? La PLS, c'est du coup quelqu'un qui est inconscient et qui respire. Et du coup, on va le mettre, en gros, la PLS, position latérale de sécurité, on va le mettre sur le côté pour faciliter les écoulements, à éviter que la personne puisse s'étouffer. Donc, ça peut être des reflux, du vomi, du sang, etc. Et donc, le fait que ce soit sur le côté, en lui ouvrant bien la bouche, du coup, ça va faciliter les écoulements vers le sol plutôt que de les laisser à l'intérieur de la personne. Pareil, ça c'est la deuxième chose à faire, on va dire, après avoir alerté, peu importe la situation, on met la personne en PLS. Moi, j'aurais juste rajouté quelque chose, la prévention. Parce que l'idée, c'est quand même de secourir quelqu'un, mais de ne pas se mettre en danger soi et ni la personne. Donc, on va faire attention, par exemple, s'il y a eu un accident sur la RDO, de tout de suite baliser avant d'appeler. Donc, il y a vraiment cette partie prévention qui est importante. Bien sûr, l'appel et ensuite venir faire nos gestes de premier secours. Donc PLS, là en l'occurrence, on était sur ça, position latérale de sécurité, à faire peu importe le cas, comme je disais, ou pas forcément. Comment ça? La PLS, est-ce que c'est quelque chose à faire systématiquement? Est-ce que c'est un réflexe à avoir? Ah non, dans les nouveaux référentiels, maintenant, il y a cette idée de traumatisme qui a été rajoutée. C'est-à-dire que si tu as vu d'ailleurs la personne tomber d'un échafaudage, par exemple, elle a beau être inconsciente et ne pas respirer, on ne va pas mettre en PLS. Le trauma va primer, donc on va demander de ne pas bouger la victime. C'est ce qu'on apprend lors des formations PSC1, j'ai entendu aussi PSC2. Est-ce que ce sont ce genre de choses que l'on apprend et comment est-ce qu'on apprend justement aux personnes à le faire? Donc oui, on apprend ce type de gestes. Il y a aussi la formation, j'en profite, SST, sauveteur secouriste du travail, qui est là pour le coup sur 2 jours et un petit peu plus attrait dans un monde professionnel où il y a la partie prévention, c'est-à-dire éviter qu'il y ait justement l'accident et devoir secourir. Pour Erava, justement, est-ce qu'il y a aussi des formations de rappel? Parce que en préparant cette émission, je me suis rappelé avec de vagues souvenirs que j'avais fait ma PSC1 et que j'ai quasiment plus aucune de ces connaissances puisque j'ai pas eu de rappel. Oui, effectivement, hein, il y a les formations continues, hein, que ce soit en PSC. Alors, comme je disais tout à l'heure, le PSC1 n'existe plus. Ça a été remplacé par le PSC désormais. Il n'existe pas de PSC2. Après le PSC, on bascule sur le premier secours en équipe, donc de niveau 1 et de niveau 2. Effectivement, il y a des formations continues recommandées tous les 3 ans pour le PSC et tous les ans pour le premier secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2. Mais bon, après, si on n'est pas dans le métier, il vaut mieux faire des rappels tous les ans, quoi. Justement, pour Erava, je me souviens, encore une fois, de vagues souvenirs du massage cardiaque. Donc, de mettre les mains d'une certaine manière, je ne sais plus trop comment, et de pouvoir appuyer en rythme. Tu peux nous faire un rappel? Alors, effectivement, c'est le talon de la main, en fait, qu'il faut que ça soit au milieu du sternum. Donc, bien ici, cette partie-là. C'est la partie la plus pareille, comme on dit chez nous. La plus solide. La plus solide, voilà, c'est ça. Après, c'est soit on pose les mains, soit on croise. Ça dépend, en fait, des personnes. Ça dépend tout simplement des personnes, parce qu'on n'est pas tous constitués de la même manière. Donc, il n'y a pas une manière conventionnelle, genre de mettre les mains comme ça, j'en avais vu, ou de peu importe. On apprenait plus comme ça, parce que du coup, ça relevait les doigts pour éviter de casser les côtes. C'est ça. Mais il y en a qui sont plus à l'aise en mettant du coup les mains croisées en papillon. Ah, donc de ce que vient de dire Frédéric, il y a moyen de, si tu fais mal, d'aggraver la situation? Aggraver, non. La personne est en arrêt cardiaque,
il faut que le cerveau soit irrigué. Si tu ne pratiques pas un massage cardiaque, il ne sera plus irrigué. Au bout de 5 minutes, il y aura des séquelles inéluctables. Ah oui, donc une côte Donc, ou deux. je pense que pas si le grave. cerveau prime sur quelques côtes. D'accord. Effectivement. Je vois ce que tu veux dire. Avec le massage cardiaque, on voit aussi le bouche à bouche. C'est indispensable, ça aussi? Alors, c'est une bonne question. C'est quand même, par rapport à ce geste, assez surprenant pour les personnes parce qu'on met une bouche d'une personne qu'on ne connaît pas. Si sa famille, c'est assez simple. Mais si une personne extérieure à sa famille, c'est quand même très délicat. D'autant plus, il peut y avoir du vomi, il peut y avoir du sang, il peut y avoir des choses dans cette bouche. Donc, le bouche à bouche est certes important, mais encore faut-il faire une libération des voies aériennes au préalable, chose qui s'apprend. Et puis ensuite, ce qui est à mon avis le plus important, c'est le massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours organisés. La circulation cardiaque prime sur la ventilation dans un premier temps. Donc, la désobstruction des voies respiratoires. Marilyn, tu peux nous en parler? Donc là, c'est la méthode d'Emlich. Du coup, c'est un objet qui est obstrué. Alors, Emlich, par contre, c'est important de bien comprendre. Souvent, les gens ont tendance à se dire, il y a un étouffement, on fait automatiquement Emlich. Non. Si la personne peut encore parler, faire des petits cris, c'est-à-dire que là, c'est que partiel. Donc, dans ce cas-là, on va juste lui demander de tousser. Par contre, si elle n'est plus en capacité de venir dire « je m'étouffe », dans ce cas-là, on fera la technique d'Emlich. Donc, c'est 5 tapes dans le dos. On reprend du coup ce que tu disais tout à l'heure, vraiment le talon de la main au niveau des omoplates. On va faire jusqu'à 5 tapes. Si au bout de 3, c'est sorti, on s'arrête là. Sinon, on va jusqu'à 5. Et après, Emlich, en fait, c'est fermer le poing. On vient du coup comme ça et entre au niveau le du sternum et le nombril. Au milieu, on vient serrer. Et là, à l'intérieur du corps de la personne, moi j'appelle ça une virgule. Souvent, c'est plus parlant. Et ça vient faire l'effet piston pour remonter l'objet obstrué et le faire sortir. Donc, libérer les voies aériennes. On appuie sur les poumons pour faire comme un toussement, comme de la toux pour enlever l'effet piston pour le faire ressortir. Ouais. Pour faire ressortir sur le diaphragme, on appuie en fait sur le diaphragme pour faire l'effet piston, comme Marilyn disait. Hein. Ok. Avant d'arriver à là, donc vous disiez c'est 5 tapes dans le dos. Oui. Du coup, il y a un endroit spécifique. Bon, alors c'est la première fois que je vais faire ça. Il y a un endroit spécifique dans le dos. Juste au niveau de tes omoplates sur la colonne. Ouais. Okay, d'accord, à peu près à l'endroit où vous avez vu le micro dans mon dos. Un peu compliqué. Il y a une différence par rapport aux gestes qui sont appliqués si c'est fait pour avoir avec des adultes ou des enfants ou des personnes handicapées. Il y a des procédures différentes entre les adultes et les enfants. Hein. Par exemple, on était sur l'ACR, l'arrêt cardio-respiratoire. Pour un adulte, on fait 30 compressions thoraciques et 2 insufflations. Hein. Si on peut faire les insufflations, bien sûr. Hein. Tandis que pour les enfants nourrissons, on commence d'abord par 5 insufflations, ensuite 15 compressions thoraciques et 2 insufflations. Et ensuite, on répète les 15-2, 15-2. Quoi. Et j'y pense, je reviens là-dessus, Frédéric, même le massage cardiaque, finalement. Puisqu'on met son poids pour pouvoir faire le massage cardiaque sur un adulte, on ne peut pas le faire sur un enfant, parce que là, c'est le brisage de côte assuré. Ah bah effectivement. Et puis, le taux de compression du sternum est différente entre un adulte qui fait 130 kg et un enfant qui va en faire 7, c'est sûr. Et la technique même est différente. On fait avec des doigts ou avec des pouces, avec 2 pouces, un nourrisson par exemple, ou la paume d'une main seulement pour un enfant un peu plus grand. Mais effectivement, les techniques sont différentes en dehors des cycles que mes collègues ont évoqués ici. Ça fait partie d'une formation bien à part pour pouvoir l'appliquer chez des nourrissons, chez des enfants ? Je pense qu'effectivement, pour le nourrisson, c'est quand même très spécifique. Ouais. Ça nécessite quand même un apprentissage. Après, on peut guider mes collègues des assistants en régulation médicaux, mes collègues au SAMU en régulation médecins, donnent des conseils, notamment avec la visio, par exemple. On peut faire en visio, on a déjà fait, pour faire pratiquer ces gestes. Mais il est certain qu'une formation ad hoc facilite beaucoup les choses. Marilyn, justement, il y a aussi, pour transitionner, des formations premiers secours que l'on peut donner aux jeunes qui pourraient sauver leurs petits camarades. Donc, sensibilisation dès le plus jeune âge avec le projet Les Petits Héros de Tahiti. Est-ce que tu peux nous en parler ? J'ai la chance du coup de faire partie bénévolement de l'association Les Petits Héros de Tahiti, donc qui est assez récente, ça a ouvert en 2018. C'est Vaïti Doyen qui l'a fondé sur le territoire. Et du coup, on forme dans les écoles en section de maternelle et de primaire. Et comment dire, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que les enfants apprennent durant cette formation ? Alors, on est plus sur la prévention des risques domestiques. On commence à initier la notion de danger, de risque à la maison et puis du coup dans l'enceinte de l'établissement et certains gestes de premier secours. Donc par exemple, sur les niveaux de primaire, on peut les avoir un petit peu plus longtemps parce que la tension est importante. Donc on va jusqu'à 2 heures à peu près à la session. Et là, on pourra commencer à montrer la PLS.
Le massage cardiaque, non, ça devient encore trop technique, ils n'ont pas suffisamment de force. Mais ces petits gestes-là, en tout cas, oui. Ok, on parle d'autres cas, par exemple, on parlait de brûlure tout à l'heure, Frédéric. Comment réagir face à une brûlure? On réagira pas si on se brûle vite fait sur une poêle ou si c'est des brûlures beaucoup plus graves. Bien évidemment, les choses sont différentes et en plus, tout dépend de l'agent qui va brûler la victime. Mhm. Comme disait ma collègue tout à l'heure, il faut déjà soustraire au risque et pour éviter, un, de se mettre en danger et deux, de laisser le patient ou la victime dans la situation où elle se trouve à proximité d'un point chauffant ou de produits chimiques. Mhm. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand les risques sont retirés, c'est refroidir la personne avec de l'eau à 10-15 degrés, 10-15 minutes, pas de l'eau fraîche, hein, et rincer, en attendant, si c'est des brûlures chimiques, et rincer dans la douche le temps que les secours organisés arrivent. Ok. Je me souviens dans le PSC1 qu'on avait appris à l'époque, moi c'était la coupure. Du coup que je devais réagir face à une coupure. Puerava, comment est-ce qu'il faut faire? Parce que moi du coup j'ai un peu paniqué sur le moment. Alors, une hémorragie, c'est ça? Juste une coupure, il y avait un bout de verre planté dans le bras et... Donc, c'est une plaie grave alors. Mm. Dans ce cas, ben, on ne retire pas le corps étranger parce que... C'est là que ça peut devenir... Voilà, c'est là hémorragie. c'est là qu'on va aggraver en fait l'état de la victime. Donc, s'il y a un corps étranger dans le corps, hein, peu importe où ça se situe, on laisse tel quel. Mais par contre, en fonction de où c'est, on va mettre les victimes dans les positions d'attente. Par exemple, si c'est une plaie une plaie grave au niveau de l'œil, ben, on va l'allonger. On va demander à la victime de fermer les deux yeux et, si possible, de faire un maintien de tête. Après, voilà, il y a au niveau les plaies graves au thorax, ben, on va la mettre semi-assise. Les plaies graves au niveau de l'abdomen, ben, on va l'allonger, les genoux fléchis, voilà, pour diminuer en fait la douleur, hein, relâcher les muscles de l'abdomen et diminuer la douleur. Je reviens sur l'exercice dans lequel j'étais. Donc, alors, c'était un bout de verre qui était effectivement planté dans le bras de la personne. Donc, c'était encore une fois qu'un exercice. Hein. Mais elle jouait assez bien. Elle faisait la personne qui était héros. Du coup, ça aussi, il faut le gérer, Marilyn. Oui, ça c'est vrai que... Alors, nous, on va grader le niveau en fonction de nos stagiaires. Mhm. C'est-à-dire que si on voit qu'ils sont déjà stressés, on va faire déjà juste les gestes de premier secours comme ça. Et moi, je sais que j'aime bien aussi mettre un peu de challenge. Donc, si je vois qu'ils sont à l'aise dans les gestes de premier secours, on va rajouter un petit peu Une difficulté. une petite difficulté. Donc, ça peut être aussi l'entourage, hein, les témoins, ou ça peut être la femme ou le mari qui, ce jour-là, est vraiment stressé et toi, te met la pression en tant que secouriste. Donc, tu as ton stress à toi à gérer en tant que secouriste, te rappeler bien ces premiers gestes-là et en même temps, gérer l'entourage qui peut, toi, te faire stresser encore plus. En tant que médecin et urgentiste, ce dont on parle depuis tout à l'heure, Frédéric, donc c'est de la théorie qu'on apprend, hein, ce sont des formations qu'on apprend, mais je suppose que dans des cas concrets, on doit réagir toujours un petit peu différemment en fonction des cas. C'est évident. Comme dit ma collègue, le stress fait que la réaction va être différente. Il est certain que si ça touche quelqu'un de sa famille, son propre enfant ou quelqu'un d'extérieur, on n'aura pas les mêmes appréhensions, les mêmes réflexes. Le même stress. Le même stress, bien évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce stress, justement? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution ad hoc parfaite. Par contre, effectivement, les formations facilitent la gestion du stress. D'accord. Plus on est formé, plus on est mieux à même à appréhender les situations. Est-ce qu'on a des petites astuces, justement, comme je viens de dire, des choses que l'on doit mettre en place pour contrôler son anxiété et des choses à faire en priorité, Marilyn? Alors moi, j'aime bien parler de la musique. Et souvent, les personnes le connaissent, c'est Staying Alive. Ah oui, pour le massage Donc cardiaque. pour le massage cardiaque, souvent, alors même si en formation, sur le coup, ça fait rire, mais je pense que du coup, ça marque quelque part les esprits. Et l'idée de se rappeler cette musique pour te donner le rythme, parce que c'est pas forcément non plus évident, Ok. venir te rappeler cette musique te permet je pense, souffler un petit peu et de faire le bon geste et en plus en rythme. Alors bien sûr, la version originale, faut pas avoir de remix. Et pour rappeler justement cette musique, si je me souviens bien, alors je suis pas un bon chanteur, mais c'est Staying Alive, c'est ça, hein? Ah ouais, tout à fait. Pour justement permettre à la personne de rester en vie, Staying Alive. C'est un petit peu comme ça qu'on peut se souvenir de cette musique. Après, nous, on propose aussi des capsules vidéo. Donc, ça remplace pas les recyclages ni les formations. Mais en fait, on a des petites capsules vidéo qu'on distribue sur YouTube gratuitement chez Phéno-Après, du coup, pour se rappeler des gestes des premiers secours. Mhm. Entre deux recyclages, ça peut être intéressant de les visionner régulièrement pour se rassurer. En faisant cette émission, Puerava, je suis tombé sur une phrase qui disait « Il vaut mieux faire quelque chose, même si c'est mal fait, que de ne rien faire. » Effectivement, hein, parce que si on fait rien, ben, l'état de la victime va s'aggraver, voire la victime va décéder. Donc, vaut mieux faire un geste
même un mauvais geste, mais au moins de porter secours à la personne, mais surtout de ne pas oublier, hein, dans les formations, je dis souvent, on peut oublier les gestes de secours, ça c'est pas un problème, mais il faut surtout pas oublier la protection et l'alerte au 15. Donc, parce que l'alerte au 15, si on a tout oublié, les gestes de secours, ils sont là aussi pour nous rassurer et pour nous guider. Frédéric, justement, en parlant de tout ça, je pense que j'avais décidé d'enlever l'histoire sur les côtes cassées vis-à-vis du massage cardiaque. J'ai décidé de l'oublier et en me le rappelant, j'ai un peu peur de mal faire les gestes. Non, c'est pas mal faire le geste. Le fait de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de faire circuler du sang au niveau du cœur et du cerveau et un peu des reins et des poumons, même si tu casses des côtes, c'est pas dramatique. Les côtes, ça se répare facilement, c'est rien. C'est une fracture de noce, sans plus. Ce qui est important, c'est que le cerveau soit irrigué. Au bout de 5 minutes, les séquelles sont irréversibles. C'est important de le répéter. C'est très court. Très court. Marilyn, une réaction justement sur le fait d'avoir peur de mal faire les gestes? Moi, je dis souvent à mes stagiaires, moi, je préférais que tu essayes de me sauver et que du coup, je reste en vie. Mais tant pis si j'ai des côtes cassées. Je préfère être en vie qu'avoir que tu m'aies laissé comme ça par peur de me casser des côtes, quoi. Cette transmission de savoir, finalement, ces formations, c'est aussi une question de solidarité locale, finalement, puisque ça peut nous arriver à nos collègues de travail, à notre famille, à n'importe qui. Oui. Tout à fait. C'est un petit peu les messages que vous portez lors de vos formations pour ceux et celles qui ont un petit peu peur ou qui se disent « ça va, il y a toujours quelqu'un qui a un PSC quelque part dans l'assistance ». Marilyn? J'ai souvent des appréhensions sur justement le massage cardiaque, on en parlait, mais aussi les saignements, où les gens me disent « Ah, moi, le saignement, c'est pas possible. Dès que j'ai la vue du sang, je m'évanouis. » Et en fait, moi, j'insiste sur le fait qu'il y a toujours moyen d'aider. Aller chercher un défibrillateur, passer l'alerte, etc. C'est déjà un premier pas très important. Toujours avec toi, Marilyn, j'ai vu une vidéo de Fenoa Prev, justement, où quelqu'un saignait du nez. Il n'y a pas forcément énormément de choses à faire, si ce n'est, encore une fois, l'alerte et juste pouvoir, repérer d'où viennent les saignements. Non, ça va être plutôt déjà lui demander de se moucher, donc faire évacuer un maximum de sang. Et puis ensuite de baisser la tête en avant, parce que souvent les gens ont tendance à vouloir dire on met la tête en arrière, mais là le sang va rester à l'intérieur. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut que du coup ça sorte. Et pour faire arrêter le saignement, on vient avec la pince du coup et le pouce venir appuyer sur le nez pour que le saignement s'arrête. Alors le fait que tu parles de mettre la tête en arrière, ça fait partie des idées reçues que moi-même on m'a appris. Frédéric, une autre idée reçue que j'ai pu avoir, c'est la langue quand il y a une crise d'épilepsie. D'enlever la langue parce que sinon il va l'avaler ou quelque chose comme ça. Pour l'enlever, ça va être difficile. Enfin, tenir la langue plutôt pas. Voilà. Effectivement, c'est lié à l'état d'inconscience pour pas que la langue chute en arrière et obstrue les voies aériennes et empêche de respirer. Ceci étant, une personne qui convulse, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a un strismus, c'est-à-dire une contraction des muscles à ce niveau-là, et c'est extrêmement dangereux de mettre ses doigts dans la bouche au risque de laisser un doigt. D'accord. Donc, c'est pas évident à faire du tout. Dans un premier temps, le mettre en PLS sur une personne inconsciente qui respire me paraît le plus adapté. D'accord. Donc, encore une fois, il y a des risques en fonction de chaque cas, mais c'est aussi pour ça que l'on est formé. Est-ce que ça peut créer des vocations pour Awa? Oui, effectivement, hein, on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au premier secours. On a beaucoup d'adhérents maintenant, une quarantaine d'adhérents, et là on vient d'accueillir 6 nouveaux jeunes de l'UPF. Donc oui, effectivement, hein, je dirais, hein, moi quand je forme, c'est un peu égoïste aussi, hein, parce que j'aimerais bien que mes stagiaires, si je suis en situation d'accident, puissent venir m'aider. Donc, et c'est justement le message qu'on essaie de véhiculer au sein de nos formations. Ces formations sont obligatoires ou est-ce qu'il faudrait les rendre obligatoires? Alors, c'est obligatoire au niveau du travail, mais ça serait bien d'obliger, quoi, le rendre obligatoire pour tout un chacun. J'ai vu une réaction de ta part, Frédéric. Oui, je pense qu'effectivement, je partage tout à fait l'avis de Poerva. Je pense qu'à l'école, une journée de temps en temps, en fonction des cycles, serait adaptée. Par exemple, il existe pour le permis de conduire, alors pas en Polynésie ni en France d'ailleurs, même si la loi l'avait prévu en 1977, le décret d'application n'a jamais été élaboré pour une formation au premier secours. Donc c'était anticipé, mais ça n'a pas été mis en application. Et je pense qu'effectivement, l'école, l'éducation a un rôle à jouer dans ce domaine. Donc pourquoi pas faire aussi un rappel si on a appris, mais il y a très longtemps, Marilyn?
Oui, faire des recyclages réguliers, c'est vraiment important. Nous, souvent, on voit en formation des personnes, ça fait 10 ans qu'elles ont été formées, donc forcément, les gestes, tu n'es plus en capacité de les reproduire correctement. Et puis, tu as toujours cette idée de stress qui vient se rajouter en plus. Donc, vraiment, les recyclages, c'est important. SST tous les 2 ans et PSC, on disait tous les 3 ans à peu près, c'est recommandé. Et pour terminer, hein, on parle aussi de gestes de premier secours en santé mentale. Alors, ça n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes gestes, mais très rapidement, en quoi ça consiste? Donc, PSSM, les premiers secours en santé mentale, c'est la même chose que là, ce qu'on vient d'aborder, les premiers secours en santé physique, mais là, c'est pour la partie mentale. Donc, pour des personnes qui sont en état de dépression, crise suicidaire, attaque de panique, sous l'emprise de produits, alcool, PACA, etc. Et on apprend aussi tout ce qui est pathologie, schizophrénie, bipolaire, les troubles psychiques, on va dire. Et l'idée, c'est au travers d'un plan d'action aussi, qu'on nomme aéré. Ça nous permet d'aller du coup au contact des personnes qui sont en souffrance, d'écouter avec toute bienveillance possible et de pouvoir réorienter si nécessaire vers les professionnels de santé, donc psychologues, psychiatres, associations, SOS Suicide, etc. Et on retiendra le mot que tu viens de dire, la bienveillance et la solidarité surtout. C'est un petit peu le but de ces gestes premiers secours. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Maruruari. Si vous voulez vous renseigner les amis, vous avez bien sûr le site de fenoaprev.com et unas.fr/unas Polynésie. Donc bien sûr pour vous renseigner sur toutes ces formations qui sont justement disponibles pour vous. Merci beaucoup de nous rester fidèles. On se retrouve très bientôt. Marurui totato faririra trahoma parheana.